Tout avait commencé justement par cette grève des ouvriers agricoles de février dernier. Les cultivateurs de Bni Boublen, le Haut, assistaient aux transformations de la plaine comme si elles ne les concernaient pas. On les voyait imperturbables et silencieux. Des hectares par milliers devenaient la propriété d'un seul colon. Celui-ci ou cet autre, c'était pareil. Ils étaient arrivés dans le pays avec des chausses trouées aux pieds. On s'en souvenait encore par là. Ils possédaient à présent des étendues incalculables de terre. Les gens de Bni Boublen, de génération en génération, suaient pendant ce temps-là, sang et eau, pour cultiver un minuscule lopin. Ils avaient qui un âne ou deux, et parfois aussi un mulet, qui une vache ou deux. Parfois il se trouvait qu'un cultivateur comme Ben Youb eut dans son étable 2 belles vaches normandes. Personne à Bni Boublen-le-Haut n'avait idée que cette vie dût changer. Puis ce petit monde ancré dans l'immobilité, si stable, si bien rangé, força d'un coup ses amarres. La grève des fellahs venait d'éclater. Arraché à soi, à son inertie, et entraîné tout d'abord très lentement, au sortir d'un long et lourd sommeil, le pays avança dans la vie. Ben Youb contemplait longuement certains jours les lointains profonds de la plaine. Il se rendait à l'évidence, la véritable richesse était rassemblée entre les mains des colons. Lui, sa terre ne commençait, comme celle des autres cultivateurs de Bni Boublen, que sur les flancs anguleux de la montagne. Cette terre produisait, mais comme les femmes de ces hauteurs, toutes en gros os, elle donnait un lait rare. Bni Boublen avait ses champs suspendus au-dessus des ravines, ses cultures abruptes accrochées aux rocs, étaient au seuil de la steppe. Les cultivateurs ici n'empilaient pas les billets de la Banque de l'Algérie, et encore moins de l'or. Ils vivaient juste, plutôt. Ils n'avaient jamais un sou, et venaient et devaient travailler dur. Et pour payer les impôts, il fallait vendre la bijoutaille de la femme, y ajouter ses propres vêtements, déballer la laine des matelas, faire l'appoint avec des peaux de mouton. Vendre autant que possible tout, mais pas la terre. Pour l'instant, si on arrivait à vivre, si on gagnait son bout de pain, c'était bien tout ce qu'on demandait. Même là-dessus, naturellement, on faisait des économies. Mais la terre n'est pas ingrate. Et là-haut, on ne ménageait pas sa peine, ni la sueur de son front. Et si on arrivait à mettre quelques sous de côté, on les prenait sur sa nourriture, sur son propre ventre. Et il le fallait bien. Tel est maintenant, tel devra-t-on le rester toute son existence. Déjà, on est à l'étroit. Déjà, on a à peine à remuer les coudes. Pour continuer comme ça, ce n'était pas la peine. Respecte la terre et elle te respectera. Travaille-la, elle te le rendra au centuple. Quant à entasser de l'or, c'est autant lâcher la proie pour l'ombre. Comment peux-tu mettre la meilleure part de ton sang, de ta force d'homme qui n'a jamais renâclé à la besogne de tes rêves éblouis dans un coin d'ombre et la laisser fermenter et se gâter? Ton âme y gagnera une tache sans nom, incurable comme une maladie des tropiques. Vois comme toi circule sur ces grandes terres violettes la richesse intarissable. Certes, la terre, avec ses plants et ses bêtes,
La vaste terre appartient à Dieu, qui en donne la jouissance à qui lui plaît. Mais celui qui en détient une parcelle est béni par le ciel. Il détient aisance et liberté. C'est là qu'il trouve la vraie indépendance. Ainsi ruminaient des heures durant les cultivateurs de Bni Boublen le Haut, tout en semant, en inondant les arbres, en soignant les bêtes et même en dormant. Cette réflexion palpitait en eux comme le sang de leurs ancêtres ou de leurs artères, irriguant leur tête de désirs lents et épais, d'envie insoupçonnée. Ils s'en allaient d'une tâche à l'autre avec cette nostalgie de la terre qui leur inspirait l'âme et maintenait devant leurs yeux un mirage quotidien. Les fellahs, eux, parlaient toujours de la grève qui avait tourné court en février. De même, elle avait eu une fin malheureuse. Deux de les leurs, étaient détenus en prévention depuis. Et ils n'étaient pas les seuls. Il y en avait aussi dans des centres voisins. Le Din Ma'amar al-Hadi prêchait la modération aux fellahs et comme lui, ne travaillant pas, s'était groupé à l'orée du village. L'homme, dit-il, ne doit pas détourner ses pensées de son travail, de la lutte pour l'existence dans laquelle il use déjà toutes ses forces. Son destin, ce qu'il adviendra de lui demain, il doit l'oublier, comme l'ont fort bien dit les anciens. Au total, 2 hommes de chez nous ont récolté de la prison. Et pourquoi? Pour s'être mis en tête des considérations. Sidi Ali eut envie de le moucher, mais, réflexion faite, il se retint. Il ne voulait pas se laisser entraîner dans une querelle qui n'aurait pas eu de sens. De plus, il savait l'inutilité de ces discussions. Il répondit tout de même à Ma'amar. Et quand, à la maison, tu n'as pas un bout de pain, c'est faire de la politique que de le réclamer? Un morceau de pain, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas beaucoup. Pourtant, ce qui n'est pas grand-chose, c'est tout pour nous. Quand tu dis le pain, est-ce que cela ne veut pas dire la vie? Voilà pourquoi c'est tout pour des gens comme nous. Les autres prêtaient l'oreille. Si tu veux vivre seulement, rétorqua Ma'amar, baisse la tête et travaille, c'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu m'excuseras, lui lança Ali Berraba, mais je crois devoir te dire que je ne suis pas d'accord avec tes paroles. Les hommes chez nous sont faits d'un minerai de haute teneur. Le cœur est intact et sans mélange. Toute la misère et tout le malheur que nous avons connus, nous n'avons pas encore entamé. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer à baisser la tête. Chaque homme que tu vois autour de toi est une poussière. Il suffit maintenant qu'une étincelle tombe dessus. Dieu te bénisse, marmotta bas de douche, le Vigeot. De nos jours, on remarque une série de faits extraordinaires, intervint Sidi Ali. Mais ils ne sont en rien incompréhensibles. Ils sont en parfaite relation avec les abus, anciens et nouveaux, dont les fellahs sont les victimes. Tout en continuant à s'adresser aux autres, il fixa son regard sur Ma'amar. Ma foi, vous avez des yeux. Regardez autour de vous. Vous êtes encore jeune. L'existence vous apprendra bien des choses. Elle se chargera de vous montrer
ce qui a changé chez nous. À cet instant, la voix de Bad Douche s'éleva, et dans un bruit de pierres remuées, on entendit: des faits étranges se produisent chez les fellahs. Des changements surviennent. Nous, les anciens, nous nous souvenons d'un âge où il n'était même pas possible d'imaginer que rien pût changer. Si la vue d'un vieillard baisse, son cerveau travaille davantage et lui montre tout. Mais tant que l'édifice des abus, opina Azouz Ali, restera en place, il n'y aura rien de changé. Ah, soupira Bad Douche, le Vigeot, qui parut ne point l'avoir entendu. Qu'il se trouve seulement quelqu'un pour narrer le triste destin des fellahs, et en aura de quoi dire. Et lorsqu'il aura tout dit sur les pauvres fellahs, qu'il raconte, pour consoler ses auditeurs, la vie édifiante des colons. Un petit pont surplombait le village. Le groupe d'hommes se tenait sous le parapet. Quelques femmes s'attardaient à cette heure près de la source. Hiver comme été, le fil d'eau qui en sortait était faible. Aussi les paysannes y perdaient-elles un temps infini. Celles-ci bavardaient en jetant des regards furtifs vers les hommes. Quelques-unes revenaient déjà, vêtues de cotonnade, toutes avaient des corps rudes. Le vaste mouchoir de couleur qui leur entourait la tête empêchait de voir leurs cheveux. Elles avançaient à petits pas. Le tonnelet plein que chacune arrimait avec une corde sur ses épaules leur cassait le dos. Sur une file, l'une derrière l'autre, elles passaient lentement en silence, puis disparaissaient dans le chemin creux qui menait au village. Cependant, l'une d'elles se sépara de celle qui l'accompagnait et fit quelques pas vers les hommes. Elle se tint à distance sans souffler mot. « Il n'y a rien de nouveau, Zahra. Tu peux rentrer chez toi. » « Rentrer chez moi ?» fit la paysanne. L'homme visiblement voulut lui dire encore autre chose. La femme attendit, mais Sida Ali acquiesça à un geste et ne proféra pas une parole de plus. La femme s'éloigna. Elle rejoignit l'autre qui l'attendait à l'écart, et du même pas calme, les deux paysannes se dirigèrent vers le hameau. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.